Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une des plus grandes questions de la philosophie, une notion qui nous concerne tous, le bonheur. C'est une quête qui paraît simple, presque évidente, mais vous allez voir, la philosophie nous révèle toute sa complexité et franchement, c'est passionnant. Allez, on entre direct dans le vif du sujet avec la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est ça la clé? L'argent, les biens matériels, c'est un super point de départ pour commencer à questionner un peu nos idées reçues. Pour nous aider à y voir plus clair, le philosophe Erich Fromm nous donne un outil de pensée vraiment utile, la distinction entre deux manières de vivre. D'un côté, il y a le mode de l'avoir. Là, tout est centré sur la possession, la consommation. On veut avoir des choses. Et de l'autre, il y a le mode de l'être. Lui, il est tourné vers l'expérience, le développement personnel, la créativité. L'idée de valoir 1 million, c'est typiquement l'avoir. Alors qu'aimer, penser, créer, ça, c'est l'être. Gardez bien cette opposition en tête, elle va nous guider. Bon, première grande étape. Si le bonheur n'est pas dans l'accumulation, alors peut-être qu'il est dans la satisfaction de nos désirs. C'est une idée assez logique, non? On désire quelque chose, on l'obtient, on est content. Simple. Sauf que, attention, la philosophie nous alerte sur un possible piège. Et ce piège, personne ne le décrit mieux que Jean-Jacques Rousseau avec cette phrase incroyable. C'est un paradoxe génial, vous ne trouvez pas? Ce qu'il nous dit, c'est que le vrai plaisir, la vraie joie, se trouve dans l'attente, dans l'imagination de ce qu'on va obtenir. C'est le charme de l'illusion. Mais une fois qu'on a l'objet, eh bien, le désir s'éteint et la magie disparaît avec lui. C'est un peu triste, mais ça nous fait réfléchir. Et si la quête du donneur était plus agréable que le bonheur lui-même? Alors comment on sort de ce cycle un peu frustrant du désir qui s'éteint sans cesse? Spinoza, lui, a une piste. Il nous dit peut-être qu'on ne désire pas les bonnes choses. Au lieu de s'attacher à des choses périssables comme l'argent ou la reconnaissance, qui créent forcément de l'angoisse parce qu'on peut les perdre, il nous invite à tourner notre amour vers une chose éternelle et infinie. En faisant ça, on pourrait atteindre une joie beaucoup plus profonde, une joie pure qui ne dépend plus des aléas du monde extérieur. Ok, passons à une deuxième grande idée. Si le bonheur ne vient pas de l'extérieur, des objets, peut-être qu'il vient de l'intérieur, de notre capacité à nous maîtriser, à nous sculpter nous-mêmes. C'est le grand thème de la conquête de soi. Et la question qui se pose ici, elle est énorme. Sommes-nous vraiment les seuls artisans de notre bonheur? Est-ce que c'est en notre pouvoir d'être heureux, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, les épreuves, la malchance? Pour répondre à ça, la citation de Descartes est lumineuse. Il fait une distinction très forte entre les âmes vulgaires, qui sont juste les jouets de leur passion, et les grandes âmes. Ces dernières, même quand elles sont secouées par des émotions violentes, eh bien leur raison reste maîtresse du navire. La raison leur permet de prendre de la distance et même de transformer les épreuves en une occasion de tester leur force intérieure. Du coup, le bonheur devient une question de volonté, de jugement. C'est une vision très puissante. On retrouve une autre forme de sagesse antérieure, mais dans un tout autre univers culturel, avec le penseur taoïste Zhuangzi. Pour lui, les sages, les hommes vrais, ils trouvent la paix en comprenant que tout est lié, que tout est un. Ils arrêtent d'opposer la vie et la mort, le bonheur et le malheur. En cessant de lutter contre le courant de la vie, ils trouvent une sérénité totale, une sorte de lâcher-prise incroyablement apaisant. Bon, jusqu'ici on a exploré des chemins qui semblent mener au bonheur, mais il est temps de jouer l'avocat du diable. Il faut introduire une critique, une objection vraiment radicale. Et si le bonheur n'était qu'une idée confuse, un idéal inaccessible qui nous égare plus qu'autre chose? Et cette critique, c'est Emmanuel Kant qui la formule de la manière la plus nette, la plus percutante. Pour lui, le bonheur, ça ne peut pas être un objectif rationnel, clair, universel, non. C'est un idéal de l'imagination, c'est quelque chose de flou, de personnel et qui change tout le temps. Alors, un idéal de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est une idée de perfection, d'un maximum de bien-être, mais dont personne ne peut définir le contenu précis. Qu'est-ce qui me rendra heureux? La richesse? La connaissance? Une longue vie? La tranquillité? Kant nous dit, en fait, on n'en sait rien. C'est impossible de le savoir avec certitude. Il faudrait être omniscient. Du coup, comment le bonheur pourrait-il être un guide fiable pour notre vie? Et cette critique de Kant, elle a des conséquences énormes sur la morale. Ça crée un vrai choc des titans philosophique. D'un côté, vous avez Kant qui dit « Puisque le bonheur est trop flou, la morale ne doit pas consister à le chercher. Elle doit consister à agir par devoir, pour être digne d'être heureux. » Et de l'autre côté, à l'opposé, vous avez l'utilitariste John Stuart Mill qui dit « Mais pas du tout, le bonheur, c'est justement la base de la morale. Une action est bonne si, et seulement si, elle augmente le bonheur du plus grand nombre. » Deux visions totalement différentes. D'accord, après ce voyage à travers les pièges du désir, la conquête de soi et les critiques radicales de la notion même de bonheur, il est temps de rassembler un peu les morceaux.
Comment on fait alors pour penser et essayer de construire son bonheur? Pour faire le point, on peut garder en tête ces 4 grandes perspectives, comme une sorte de boîte à outils pour la pensée. On a Rousseau qui nous a prévenus contre l'illusion de la satisfaction, on a Descartes qui nous a montré le pouvoir de la raison pour maîtriser nos vies, Kant qui a sonné l'alerte sur le bonheur comme un idéal trop vague, et enfin Mill qui en a fait le but de toute notre action collective. Et vous voyez, tout ça nous ramène finalement à notre distinction du début. Le point le plus important de toute cette exploration, c'est peut-être celui-là. Le bonheur, ce n'est pas une chose qu'on possède, un trophée qu'on gagne une bonne fois pour toutes. Ça relève de l'avoir. Non. Le bonheur, c'est une activité, une construction permanente. C'est une manière d'exister. C'est de l'ordre de l'être. Et finalement, après ce tour d'horizon des grandes théories, la philosophie nous renvoie à nous-mêmes. La question n'est plus seulement abstraite, elle devient personnelle. Et l'idée, c'est de continuer la réflexion. Et après tout ça, qu'est-ce qu'on choisit de mettre soi-même dans son bonheur? Voilà pour notre exploration du jour. Si ce cours vous a intéressé, s'il vous a aidé à y voir plus clair ou à vous poser de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous le montrer et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines notions. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.